BFM Business. À but non lucratif, Didier Meilleran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un but non lucratif. Cette semaine en question, les actions de la Fondation du Patrimoine, un réseau de 500 bénévoles en France, près de 11 millions d'euros collectés en 2014 grâce à la générosité publique, près de 2000 opérations ouvertes chaque année pour de la restauration du patrimoine, des actions zéro profit sur les territoires locaux, financées aussi par des entreprises comme Baudet Horlogerie, dont le business va des cloches d'église au high-tech, ou la distillerie Combier, et c'est le triple sec des entreprises fédérées par le club des mécènes du patrimoine de Maine-et-Loire. En plateau avec nous pour nous aider à bien comprendre, François-Xavier Bieueville, directeur général de la Fondation du Patrimoine. Bonjour. Jacques Burel, bonjour. directeur d'entreprise Baudet Horlogerie. Christian Ravel, fondateur du musée régional de l'air d'Angers, et Franck Chouane, PDG de la distillerie Combier à Saumur. François-Xavier Bieueville, comme directeur de la Fondation du Patrimoine, expliquez-nous le contexte de la création de la Fondation. Alors très rapidement, c'est un contexte qui a été celui de 1996. Nous allons fêter nos 20 ans donc l'année prochaine. Un contexte très particulier puisqu'un certain nombre de sénateurs et de députés s'aperçoivent qu'il n'y a pas de dispositif légal pour protéger le patrimoine non protégé, non inscrit sur l'ensemble du territoire national. Et c'est donc la loi de 96 qui va à la fois créer la Fondation du Patrimoine et qui va créer les outils, notamment fiscaux, qui vont permettre de protéger ce patrimoine non protégé de proximité. Quel est l'objet précis de la Fondation du Patrimoine au moment de sa création et peut-être le même aujourd'hui ? Alors c'est un objet qui a évolué effectivement dans le temps parce que nous nous sommes adaptés aux besoins, aux contraintes, aux demandes de nos partenaires. En réalité, c'est apporter des réponses à la fois financières et techniques pour faire en sorte que des propriétaires privés qui sont propriétaires d'un bâtiment non protégé ou des collectivités, les communes la plupart du temps, qui souhaitent des sources de financement pour financer la rénovation de ces bâtiments, puissent avoir un apport considérable de la Fondation pour atteindre l'objectif de préservation de leur patrimoine. Je le disais tout à l'heure, 11 millions d'euros collectés en 2014 grâce à la générosité publique. D'autres origines pour les fonds, des entreprises, des partenaires divers et variés, et entre autres peut-être la Fondation Total. Alors effectivement, nous avons une ressource qui est celle du mécénat populaire avec des souscriptions auprès des collectivités locales, et puis nous avons des grands partenaires, des grands comptes, qui sont la Fondation Total, la société Motul, un laboratoire de santé animale, Seva Animal. Ça représente combien la générosité publique et les entreprises ? Quelle proportion ? C'est pratiquement 50-50. Sur les 11 millions. Sur les 11 millions, on a à peu près cette répartition des fonds. Ce qui est très important, c'est que nous avons des grands mécènes nationaux qui interviennent sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, mais nous avons aussi cette volonté de développer un mécénat plus local, avec dans des une PME, logique, comme celle avec laquelle vous êtes venu aujourd'hui. Exactement, avec des clubs de mécènes départementaux, avec les quelques entreprises qui sont présentes aujourd'hui et qui, d'une certaine manière, rapprochent l'entreprise locale de la notion de patrimoine local. C'est ce trait d'union de proximité qui fait que nous pouvons mener des actions avec ces clubs de mécènes et ces entreprises. Combien de salariés à la Fondation du Patrimoine ? Alors nous avons 500 bénévoles et 70 salariés qui sont répartis entre le siège national et l'ensemble des régions métropolitaines. Donc les et ressources ultramarines vont majoritairement vers la rénovation d'éléments de patrimoine sur les territoires. Oui, l'objectif c'est vraiment d'être présent auprès de l'ensemble des bénévoles pour leur permettre d'avoir des moyens financiers dédiés au projet et dédiés au développement de la mission de la Fondation dans les territoires. Jacques Burel, comment se passe la rencontre avec la Fondation du Patrimoine ? C'est vous qui allez vers eux, ils viennent vous solliciter pour vous demander de l'argent ? Comment ça se passe ? En réalité, déjà, l'entreprise était déjà un peu baignée dans le patrimoine, puisque notre métier, on a commencé en 1868 dans l'horlogerie de clocher, donc clocher d'église, dit patrimoine également. Et donc, on avait déjà eu quelques relations, on avait fait quelques projets avec la Fondation du Patrimoine. Je pense à la chapelle d'Arnac-Pompadour, entre autres, donc c'était pas dans le Maine-et-Loire, mais on se connaissait déjà. Voilà, et si bien que quand François-Xavier Gourdon est venu me voir, eh bien, ça me paraissait évident de rentrer dans la Fondation. C'est le correspondant local. C'est le correspondant local qui est avec nous, qui n'est pas au patrimoine, et parce que c'est des délégations sur les territoires. Oui. Et François-Xavier est
très actifs sur le Maine-et-Loire et donc ça paraissait normal, nous, impliqués dans le patrimoine également, de rentrer dans ce club de mécènes. Puis l'idée, je trouvais ça quand même, on trouvait ça très important de s'impliquer sur notre territoire. On avait vraiment envie de faire quelque chose. On l'avait déjà fait, on avait déjà fait un peu de mécénat en l'an 2000, on l'avait déjà fait plusieurs fois, mais là, de rentrer dans une structure comme la Fondation du patrimoine et le club des mécènes d'aujourd'hui, c'était encore plus important. L'entreprise Baudet, c'est de l'horlogerie, on le disait tout à l'heure, des cloches au high-tech. Petite parenthèse, l'horloge du hall d'accueil de BFM, c'est une Baudet. C'est une Baudet, mais c'est aussi dans les gares, dans les aéroports. Enfin, quel est le chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, les enjeux de marché de Baudet? Alors, aujourd'hui, le nombre de collaborateurs, c'est 640 personnes. On a des filiales en Europe, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre et en Hollande. On a un petit bureau à Dubaï. Et on cherche à se développer à l'international. Aujourd'hui, Baudet, c'est 64 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc des domaines allant du clocher de l'église jusqu'au logiciel de gestion de temps avec Baudet Software, où on est implanté dans beaucoup d'entreprises en France et on commence à se développer. On a déjà lancé notre développement à l'international avec des logiciels en plusieurs langues, donc on prépare encore des ouvertures vers d'autres pays, entre autres vers l'Asie, parce qu'on voudrait se développer en Asie. Quel regard vous portez sur la philanthropie, le no-profit business? Je pense que le regard que je porte, c'est avant tout défendre. C'est en termes d'image, faire de la philanthropie, notre profit business, c'est travailler quelque part pour nos salariés, c'est aussi travailler pour nos clients, montrer qu'on peut s'investir dans le territoire local et dans le patrimoine, en l'occurrence. Alors, dans ce club de mécènes, il y a aussi Franck Chouane, qui est le PDG de la distillerie Combier, une distillerie que vous reprenez il n'y a pas si longtemps finalement et que vous ramenez à niveau avec des designs et des alcools renouvelés. Tout à fait. J'ai repris l'entreprise en 2000. À l'époque, il y avait 4 personnes. Aujourd'hui, on est 17 et on est passé de 500 000 euros à 3 millions d'euros. Avec un produit phare. Avec un produit phare qui est le triple sec, qui est d'ailleurs le produit historique de l'entreprise. À votre santé, donc. 1834. C'est un alcool à base d'orange. Alors c'est une distillation d'orange amère et d'orange douce, une triple distillation. Et c'est un produit qu'on fait donc depuis 1834. D'ailleurs, cette année, on fête nos 180 ans. Bon anniversaire. Alors, merci. Comment vous vous rapprochez de la Fondation du patrimoine et qu'est-ce que vous avez à faire avec des actions no profit, avec de la philanthropie? Déjà, il y a un lien, je dirais presque amical avec la Fondation du patrimoine, puisqu'elle a été, entre autres, à l'initiative de Jean-Paul Hugot, qui est un Saumurois, et que je connaissais bien, qui a été sénateur du Maine-et-Loire pendant quelques années. Et puis ensuite, la mairie de Saumur m'a à un moment donné appelé pour me demander si ça pouvait m'intéresser d'être membre de cette fondation, de ce club. Et j'ai tout de suite dit oui parce qu'en club des mécènes, club des mécènes, Maine-et-Loire. Tout à fait. Et j'ai tout de suite dit oui parce qu'en fin de compte, on a ce lien direct avec le patrimoine. L'entreprise existe donc depuis 180 ans. Nous sommes dans des bâtiments historiques. Nous sommes très attachés à la pierre et bien sûr au savoir-faire. Donc il y a un bâtiment historique qui vous interpelle en particulier à Saumur ou même la ville ou une projection de rénovation que vous aviez en tête qui vous a particulièrement motivé? La ville de Saumur a plus de 50 bâtiments historiques qui ont besoin d'être restaurés. Donc on vit vraiment, on baigne dans un patrimoine omniprésent. Et comme l'entreprise est elle-même très intéressante au niveau historique, tant au niveau architectural qu'au niveau de son savoir-faire, le lien était là, c'était tout à fait naturel pour moi. Saluons les auditeurs de Saumur et d'Angers, parce que vous avez fondé, Christian Ravel, le musée régional de l'air d'Angers. Quelle est l'histoire de ce musée de l'air ? Eh bien, elle est relativement simple. Au début des années 70, nous nous sommes aperçus que les objets patrimoniaux de l'aéronautique quittaient la France faute d'intérêt et faute de réglementation aéronautique adaptée, alors que nos amis anglais et allemands arrivaient avec des camions en disant « Vous avez des tas de vieux trucs au fond des hangars, nous allons vous en débarrasser ». Et donc, nous avons senti le besoin de créer quelque chose. Au départ, ça a été une toute petite association, ça a débuté dans le sous-sol de l'un d'entre nous. Et maintenant, c'est un beau musée de l'air à Angers.
qu'on invite nos auditeurs à aller visiter? Absolument, et nous avons actuellement 200 bénévoles, 180 machines, nous sommes bien placés nationalement. Comment vous vous êtes rapproché de ce club de mécènes de Maine-et-Loire et de la Fondation du patrimoine en particulier? Eh bien, tout simplement parce que notre trésorier était membre de la Fondation du patrimoine. Et comme c'est une tout affaire bon locale. trésorier, il cherchait 3 sous. Et un jour, j'étais le président du musée à l'époque. Il m'a dit, nous allons déposer un dossier à la Fondation. Et j'avoue que nous avons été parfaitement reçus par la Fondation. Nous avons mis très vite au point la texture nécessaire pour faire des dossiers dignes de ce nom. Et depuis, cela se passe admirablement. Alors justement, puisque vous parlez de sous, parlons-en un petit peu plus. Jacques Burel, Baudet Horlogerie, a investi combien dans ses actions no profit aux côtés de ce club de mécènes de Maine-et-Loire? Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le montant de la dotation? Ça représente quoi par rapport à votre chiffre d'affaires? Qu'on ait une idée de votre investissement no profit. Alors l'investissement qu'on a mis, c'est 4 000 €. C'est pas énorme par rapport à notre chiffre d'affaires, bien évidemment, mais c'était le montant que la Fondation avait décidé de créer pour attirer, alors pas que des grandes entreprises, mais aussi des entreprises plus petites. Et donc la barre était pas très haute. Et à quoi ont servi ou servent ces 4 000 €? Alors ils ont servi à pas mal de choses, et entre autres l'avion Moinet, pour lequel on a eu une vraie passion, parce que je pense que la réunion qu'on a fait au musée de l'air de Angers, on a eu l'unanimité autour de la table. Donc tous les membres du club ont vraiment tous voté à l'unanimité, parce que Vous êtes combien d'entreprises? Alors maintenant on est 14 entreprises. À l'époque je ne crois pas qu'on était 14, mais en tout cas ceux qui étaient autour de la table ont tous voté pour ce projet extraordinaire. Franck Chouane, ce club de mécènes des entreprises du Maine-et-Loire, 14 entreprises, vous avez défini une enveloppe, un budget global de soutien pour le patrimoine local, ou c'est au cas par cas, au coup de cœur? C'est, disons, au cas par cas, il faut vraiment déjà un coup de cœur, il faut qu'on soit tous d'accord autour de la table. Il est vrai qu'en tant que mécène, ce qui m'a beaucoup plu dans ce club, c'est que nous sommes partie prenante dans la décision. On étudie les dossiers ensemble. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes autour de la table qui font partie des métiers de la restauration et qui sont là pour nous conseiller, pour nous orienter. Mais nous-mêmes étant très sensibles au patrimoine, on a aussi notre mot à dire. Et ça, c'est très agréable en tant que mécène, pas simplement donner de l'argent, mais aussi participer à cette belle aventure qui est de restaurer même des fois le petit patrimoine angevin. C'est-à-dire que des fois, on s'imagine pas au bord des routes, on voit une vieille chapelle qui est en train de s'écrouler, et ça fait partie de notre quotidien. Et ça, c'est ça qui me plaît beaucoup. François-Xavier Bieville, la Fondation du patrimoine est là, toute proche de nécessité locale de valorisation, de rénovation du patrimoine. C'est au-delà d'une fondation du patrimoine qui serait basée et à regarder par son siège parisien? Non, mais tout ce qui vient d'être dit est très bien dit par les entreprises. C'est ce dénominateur commun de la proximité. En réalité, la Fondation du patrimoine, elle s'ancre dans les territoires comme les entreprises locales le sont également. Avec des clubs de mécènes locaux, hein, vous allez développer ces initiatives-là? C'est une vraie volonté chez nous de développer cette idée du club de mécènes départemental qui justement rapproche le monde économique local des PME, PMI, avec des tickets d'entrée, comme il vient d'être dit, qui sont pas très élevés, 4 000 €, mais quand vous avez 14 entreprises à 4 000 €, ça commence à faire une enveloppe annuelle intéressante. Et finalement, on est là au cœur de la vocation de la Fondation, qui est de travailler sur ce patrimoine de proximité, avec des entreprises qui sont elles-mêmes présentes et ancrées dans leur territoire, qui veulent le mettre en valeur, le défendre, et c'est donc là parfaitement un intérêt commun et une mission commune que nous partageons avec les entreprises. Alors si on quitte les territoires locaux pour revenir au-dessus de la France et qu'on regarde les grands chantiers de rénovation ou de valorisation du patrimoine qui sont sous votre houlette, entre guillemets, actuellement en France, lesquels vous pourriez nous citer? Alors dans les grands projets que nous avons récemment réalisés, vous avez la Croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises, vous avez le chantier de la cathédrale de Reims, vous avez un chantier très important à Lascaux dans la Dordogne, vous avez des grands projets nationaux qui permettent de fédérer
avec nous et autour de nous un certain nombre de sources de financement à la fois nationales et locales. Mais en réalité, ça ne restera toujours que des exceptions. Notre ADN d'origine, c'est vraiment de travailler sur le terrain, avec les acteurs terrain, auprès des collectivités locales, des entreprises locales, pour faire en sorte que il y ait cette idée de réseau du patrimoine, d'entreprise du patrimoine sur l'ensemble du territoire national, et puis finalement d'apporter à la fois des solutions techniques, en ayant autour de nous un certain nombre d'acteurs importants, les DRAC, les ABF, et puis des solutions financières qui permettent à la fois pour des porteurs de projets privés, mais aussi des porteurs de projets publics, les communes en particulier, d'avoir des solutions financières qui permettent de répondre à leurs besoins. Est-ce qu'il faut se dire, en vous écoutant, que votre fonds, votre action, les fonds de la Fondation du patrimoine sont encore plus prégnants, plus nécessaires au regard peut-être de certains retraits des pouvoirs publics ou peut-être même de certaines caisses vides ici ou là? Alors il est vrai qu'au fil du temps, la Fondation du patrimoine, avec sa présence sur le terrain et puis cette difficulté que peuvent rencontrer un certain nombre d'acteurs publics et notamment les collectivités locales, devient un acteur effectivement essentiel. Donc l'entreprise trouve, via ces clubs de mécénat fédérés par ces clubs, orchestrés par la Fondation du patrimoine, une nouvelle citoyenneté, une nouvelle responsabilité économique. Ces actions no profit-là, elles vont jusqu'au cœur du pays. Évidemment, l'entreprise, c'est un lieu de création de richesse. C'est la rencontre du travail et du capital et c'est le partage de cette richesse. Mais c'est aussi un lieu de création de valeur. Et lorsqu'une entreprise locale s'investit dans du patrimoine, elle n'est plus seulement dans la création de richesse et dans le partage de cette richesse, elle est aussi dans la création de valeur. Ces valeurs, c'est le temps. Dans une époque où les choses vont si vite, pouvoir s'ancrer dans un territoire avec des points de repère, avec des projets, avec des choses que nous serons capables de transmettre à nos enfants et nos petits-enfants, c'est aussi une façon de créer de la valeur. Et finalement, pour ces entreprises, comme pour la Fondation du patrimoine, c'est une question d'éthique et de défense de ces valeurs qui jouent un rôle très important dans le monde rural. Franck Chouane, que l'entreprise trouve une nouvelle vocation dans ses actions no profit, une responsabilité économique, citoyenne, comment est-ce que ça vous interpelle? On est toujours intéressé pour, communiquer à l'extérieur notre passion. Alors, on a notre métier et on a aussi les choses périphériques autour de ce métier qui sont notamment le patrimoine. Et c'est pour moi intéressant de pouvoir transmettre au-delà de notre savoir-faire cette passion à travers des actions. Donc vous assumez ce nouveau rôle de l'entreprise, parfois de pallier à des déficits que ne peut plus combler l'État ou les pouvoirs publics ou les communautés locales. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut pas compter que sur le pouvoir public pour faire avancer certains dossiers. Il est vrai que dans notre cas, il est important aussi de prendre en compte et de prendre en main notre avenir. Et si on a envie de faire bouger les choses, il faut que les entreprises investissent d'elles-mêmes. Aussi dans leur environnement local, dans leur patrimoine local. Absolument. C'est le même ticket d'entrée pour tous, pour aussi, c'est 4 000 euros, le club des mécènes de Maine-et-Loire. Alors je fais 20 fois moins de chiffre d'affaires que l'entreprise. Il y avait ça dans ma question. Mais c'est ça. C'est la distillerie Combier ou Baudet, c'est la même des chose. Chiffres d'affaires différents, des marchés différents. Une entreprise plutôt locale, bien que vos produits soient vendus aussi à l'étranger. Ouais. 75%. 75%, mais avec des volumes de chiffre d'affaires complètement différents, mais 4 000 euros chacun. Voilà, tous les ans, on donne 4 000 euros. L'entreprise citoyenne, l'entreprise solidaire sur les territoires qui participe à la revalorisation du patrimoine. Vous aussi, vous assumez ça, Jacques Burel. Vous ne trouvez pas qu'il y a un transfert de compétences de l'État ou de certains ministères dont c'était la vocation initiale vers les entreprises? C'est légitime ou pas? C'est un petit peu ça actuellement. Bon, il y a une baisse des budgets des collectivités locales, donc peut-être moins d'investissement aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est une situation où les entreprises sont là pour essayer de pallier à ces problèmes. Puis je voulais dire aussi, l'intérêt aussi pour nous, c'est d'être vraiment acteur de notre patrimoine. Ça, c'est important, ce qu'a dit Franck tout à l'heure. Celui que vous traversez tous les jours pour aller travailler. Voilà, quelque part, je vais vous dire une petite anecdote. Allez-y. J'habite à un petit village qui s'appelle Saint-Aubin-de-Luigné, qui est un des plus beaux villages de l'Anjou. Je vous engage à y venir. Et je passe de temps en temps devant la petite église de Denay,
qui est un très beau village. Et on a travaillé sur cette église, sur le porche de cette église, et on s'est battu un peu pour défendre j'allais dire la résurrection de l'angelot au-dessus de la porte, en tout cas la recréation et la restauration. Ça, c'est quelque chose qui avait été oublié. Mais dans notre club, ce club que je pense que vous avez compris qu'on était un peu copains dans notre club, on ferait un vrai travail et on a des vraies idées. On apporte des idées sur le patrimoine et franchement, quand je passe devant le porche de cette église, quelque part, je suis un petit peu fier d'avoir contribué à... Et que ce soit une entreprise, l'entreprise Baudet en particulier, qui a contribué à ce type de rénovation. Que l'entreprise Baudet ait contribué. Que le fonds privé bien sûr, aille jusqu'à ce bâtiment-là. Jusqu'à ce bâtiment-là. Et à cet angelot-là, pourquoi pas. Voilà. Et puis, on l'a présenté, c'est vraiment superbe comme restauration. Et parfois, les fonds privés venus d'entreprises vont jusqu'à la rénovation d'avions, Christian Ravel, et vous en avez un qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, le Moinet Jupiter, nous y tenons beaucoup. Alors expliquez-nous, le Moinet Jupiter. Alors d'abord parce que Moinet est un grand nom de l'aviation, pilote de chasse au Normandie-Niemen, ministre de Gaulle en 58, compagnon de la Libération, donc quand même... Ça c'est fait. Donc voilà. Cet avion, il date de quand ? Cet avion date des années 60, début des années 60. Il était français ? Il était français. En mauvais état ? Alors, d'abord, il y en a eu très peu, puisque Moinet était sûrement un grand pilote de chasse et peut-être un bon politique, mais pas forcément un grand industriel. Donc, la vente de ces avions, il y a eu 3 exemplaires. Donc 3 exemplaires. Il y en a un en France au musée de l'Air d'Angers. Le seul qui reste au monde. Il a fallu combien d'argent pour le rénover ? C'est en cours ? C'est fini ? Il y a une date ? C'est bien avancé, disons. Voilà, il y a une date qui va venir. Le budget global est de l'ordre de 150 000 euros pour le remettre en état de vol. On est bien d'accord qu'on remet l'avion en état de vol. C'est un budget d'environ 150 000 euros. Il y a eu la restauration des moteurs représente quand même pas loin de 40 000 euros. Alors qui vous a aidé ? Il y a le club de mécènes de Maine-et-Loire, mais ça peut-être pas suffi. Essentiellement, c'est eux. Ensuite, un certain nombre de bénévoles de chez nous ont fait un très beau geste et je tiens à les remercier. Et puis également quelques entreprises, je pense essentiellement à Airbus et Matra, qui ont permis la restauration des hélices. Des actions no profit d'entreprises qui permettent aussi la rénovation d'avions. Il y a combien d'avions au musée de l'Air d'Angers ? Au musée de l'Air d'Angers, il y a 184 machines, dont 14 en état de vol. Et le Moinet Jupiter, nous avions espéré le faire voler au prochain salon du Bourget. Bon, ça n'a pas été possible pour diverses raisons. Nous espérons le présenter au grand meeting de la Ferté-Alais en 2016. Et le musée de l'Air d'Angers, c'est une association, c'est un musée privé ? C'est une association, un musée associatif. À but non lucratif. À but totalement non lucratif. C'est pour ça que nous nous retrouvons. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Et si vous avez l'occasion d'aller visiter le musée de l'Air d'Angers, je vous invite, vous nous y invitez, et peut-être même il y a des démonstrations ou pas ? Eh bien, nous avons fait le choix, puisque nous sommes associatifs et fanats du patrimoine, que tous nos ateliers sont visibles par nos visiteurs, avec juste une simple cordelette pour éviter que le public rentre sans y être invité par les bénévoles. Mais les cordelettes tombent très souvent, et cela nous permet de créer une vraie passion au niveau de nos visiteurs, que ce soit des scolaires ou des visiteurs individuels. La Fondation du patrimoine, aux côtés de la rénovation, de la valorisation du patrimoine sur les territoires locaux, 500 bénévoles en France, près de 11 millions d'euros collectés en 2014 grâce à la générosité publique, 2000 opérations ouvertes chaque année, des actions zéro profit, toutes de qualité, et à découvrir sur le site de la Fondation du patrimoine. On se retrouve tout de suite après les informations pour en parler. Place au flash sur BFM Business. À tout à l'heure. BFM Business. À but non lucratif, Didier Meilleran. En question cette semaine, les actions zéro profit de la Fondation du patrimoine. 11 millions d'euros collectés en 2014. Des actions très diverses, très variées sur le territoire. François-Xavier Bioville, avec une motivation pour les entreprises qui n'est pas toute anodine. C'est la possibilité de profiter d'un dispositif fiscal plutôt motivant, mais peut-être pas suffisant. Alors effectivement, pour une entreprise, c'est effectivement très motivant d'avoir cette possibilité d'intervenir sur le patrimoine, puisque c'est un enjeu fiscal pour elle. D'ailleurs, dire que les pouvoirs publics et l'État en particulier se sont
lentement reculer de l'investissement financier du patrimoine, c'est pas tout à fait exact. En réalité, il y a beaucoup d'investissements indirects avec ces déductions fiscales. Et puis, il faut le dire aussi, le ministère de la Culture arrive à maintenir son budget d'année en année, ce qui permet quand même d'avoir une injection monétaire sur le territoire national qui est très importante. Alors, quand la distillerie Combier ou l'entreprise Baudet donne 4 000 €, elle bénéficie d'une déduction fiscale à quelle hauteur ? De 60%. 60% en comme réalité, tous les dons. Voilà, comme tous les dons, ce qui en réalité est un coût net pour l'entreprise de 1 600 € puisqu'elle a une déduction fiscale correspondante. Et cette collecte de fonds, cette déduction fiscale collectée par l'État, vous êtes en train de nous dire que pour tout ou partie, elle est réinvestie vers des actions au profit de valorisation du patrimoine ? Essentiellement, c'est le but de l'opération, c'est-à-dire de créer un circuit en quelque sorte fermé qui permet d'utiliser cet argent collecté et de le flécher vers du projet et vers de la valorisation du patrimoine. C'est effectivement l'objectif de la Fondation que de réutiliser cet argent avec cet objectif-là, en effet. Et vous avez eu une idée de ce fléchage-là, en termes de montant et en termes de, justement, de direction des actions de revalorisation du patrimoine ? Est-ce que c'est vraiment quantifiable ? Alors c'est très difficilement quantifiable parce que les pouvoirs publics en association avec les collectivités gèrent à la fois le monument historique mais partagent parfois cette charge du monument historique avec d'autres acteurs, gèrent également la dépense fiscale avec les propriétaires eux-mêmes qui bénéficient d'un certain nombre d'aides fiscales à la défiscalisation des travaux effectués sur les monuments historiques et les monuments inscrits. Donc c'est très difficile d'avoir un chiffrage très exact. Mais en réalité, on sait que cet argent est bien fléché vers les monuments, bien fléché vers les bâtiments. Le ministère de la Culture pourrait le faire, peut-être le flécher précisément. Alors c'est plus pas forcément, parce que vous avez des actions qui relèvent effectivement de la compétence de l'État, essentiellement sur le monument historique, mais tout le reste dépend des collectivités et puis des propriétaires privés eux-mêmes. Et donc, il est important que chacun des acteurs sur le territoire prenne sa part dans la protection du patrimoine. Alors, on va retourner un peu en Maine-et-Loire à titre d'exemple pour essayer de comprendre comment ces clubs de mécénat locaux fonctionnent avec une délégation locale de la Fondation du patrimoine au quotidien ou au fil de l'année. Comment ça se passe, Monsieur Burel ? Eh bien, ça se passe, on a 4 réunions par an. Donc l'équipe de la Fondation du patrimoine du Maine-et-Loire nous prépare des dossiers et elle nous les envoie à l'avance d'ailleurs pour que quand on arrive en réunion, on ait déjà un peu regardé l'ensemble du dossier et donc ensuite en réunion, on discute d'abord du projet, de l'intérêt du projet, de la façon dont le projet va être abordé. Par exemple, vous avez discuté de quel type de projet lors de la dernière réunion ? Alors, lors de la dernière réunion, on avait discuté d'un projet de chapelle, entre autres, et on avait eu une discussion. D'ailleurs, on a repris le dossier, on l'avait écarté parce que il y avait, entre autres, pour la fixation des ardoises, c'est du détail, mais la fixation était prévue au crochet et nous, on voulait une fixation au clou. Donc, on a repris. Vous discutez dans le détail. On discute vraiment dans le détail. On a un regard. On est aidé aussi dans notre club. On a un architecte en chef des monuments historiques qui est très présent, qui est François Jeannot et qui est un grand architecte, qui aussi apporte sa vision et son conseil. Mais on a des tailleurs de pierre, on a des gens qui sont impliqués dans les vitraux, on a des gens qui travaillent dans le bois comme les ateliers Perrault. Donc on a un vrai regard sur le dossier en lui-même, le dossier technique, j'allais dire. Hein. Notre vision, on est dans certains cas, on peut refuser un dossier parce qu'on estime qu'il n'est pas suffisamment abouti. C'est arrivé plusieurs fois. Alors on n'a pas pu, vous seriez venus trop nombreux recevoir chacun des représentants des actions qui ont été financées dans le Maine-et-Loire, mais saluons peut-être la rénovation d'une cheminée polychrome dont on a beaucoup entendu en parler. Tout à fait, à Saint-Rémy-la-Varenne, donc une cheminée qui est absolument magnifique, une très très belle restauration, donc c'était vraiment un très beau projet. J'ai envie de vous demander, Jacques Burel, comme chef d'entreprise, comme directeur de l'entreprise Baudet, si on se centre un peu sur vous, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de vous investir dans un club de mécènes auprès de la Fondation du patrimoine comme dirigeant ? Ça vous ventile, ça vous aère, ça vous ouvre des perspectives ? Bon, moi déjà, à titre personnel, j'ai une certaine passion pour le patrimoine. C'est un lien avec la passion. C'est un lien avec la passion, donc je crois qu'avant tout c'est ça. Et puis ça nous sort un peu de notre univers économique, pur et dur. Et donc parce que c'est encore de l'économie quand même. C'est encore de l'économie, mais c'est des moments de liberté, c'est des moments de bonheur aussi qu'on partage ensemble. Et ça, c'est aussi essentiel dans la vie d'un homme. Est-ce que vous pensez que vos collaborateurs profitent
de ce nouvel état d'esprit acquis lorsque vous revenez des entretiens que vous conduisez au niveau de ces clubs de mécènes? Je pense que ça a un impact sur les collaborateurs, sur l'image, sur le fait que l'entreprise s'investisse dans ces projets de patrimoine. On en parle déjà avec du personnel, mais c'est un vecteur d'échange dans l'entreprise. Oui, il y a une cohésion. Oui. Ça participe à la culture de l'entreprise Baudet. Bien sûr, ça participe à la culture de l'entreprise Baudet. Faire du mécénat, je pense qu'aux yeux de nos salariés, c'est essentiel. C'est la même chose à la distillerie Combier. Est-ce que ça participe à la culture de l'entreprise et est-ce que ça participe à votre vision de chef d'entreprise, de faire du mécénat, d'être dans la philanthropie, le no-profit business? C'est bénéfique à plusieurs niveaux. C'est bien sûr pour les employés, c'est toujours valorisant de voir que l'entreprise est impliquée au niveau local et dans le développement ou la restauration du patrimoine. Nous sommes tournés énormément dans notre commerce vers l'étranger. Quand je reçois des étrangers, des Américains, des Japonais, etc., qui viennent visiter l'entreprise, ils sont aussi, je le sens bien, très intéressés par l'histoire française. Vous leur faites visiter Saumur? Je leur fais aussi visiter l'entreprise qui se visite par ailleurs. Déjà, et on est en plein dans notre cœur de métier. Donc finalement, c'est un élément de communication externe d'être présent à ce club. C'est-à-dire que d'être mécène pour la distillerie Combier, c'est aussi un élément de communication de l'entreprise parce que ce sont vos clients finalement qui regardent le patrimoine auquel vous participez à son entretien, sa rénovation, à sa valorisation. C'est exactement cela. Et aussi quand on reçoit des visiteurs, puisqu'on fait visiter à peu près l'entreprise à plus de 15 000 personnes tous les ans, ils le savent, on le dit à travers notre visite qu'on est mécène. Et vous en êtes fier comme chef d'entreprise? Et on en est très fier. Ça participe à la culture de l'entreprise. Vos collaborateurs se saisissent de ce sens-là aussi? Oui, et au jour, et tous les jours, eux-mêmes sont les garants d'un certain patrimoine qui est notre savoir-faire. Donc derrière, indirectement, je vous dis, c'est un lien direct avec notre activité. On est tout à fait en phase avec cette approche. Christian Ravel, finalement, vous avez en commun avec ces chefs d'entreprise, vous qui êtes fondateur du musée régional de l'air d'Angers, une passion. Ce qui réunit peut-être votre venue ici, les uns de Paris, l'autre de Maine-et-Loire, d'Angers ou de Saumur, c'est cette passion pour le patrimoine, au-delà finalement de vos missions, de vos fonctions et de vos enjeux personnels et professionnels. Les enjeux personnels et professionnels ont toujours été marqués par le patrimoine. Je crois que le patrimoine que nous essayons de préserver, que ce soit des chapelles ou des objets techniques, ou des avions comme vous, voilà, cela correspond à l'histoire de notre pays, aux valeurs auxquelles nous sommes attachés. Donc c'est absolument capital que tous ensemble, chacun apportant ce qu'il peut faire, nous travaillons ensemble à ce patrimoine. Mais cela veut dire également, parce que quand on parle de patrimoine, il y a beaucoup de bénévolat, donc beaucoup d'enthousiasme. Et il nous appartient, d'abord à la Fondation du patrimoine et à ceux d'entre nous qui avons attrapé un certain niveau, de pouvoir canaliser pour que cela se fasse dans les règles. On parlait tout à l'heure des ardoises, c'est la même chose dans le domaine technique, que cela se fasse dans les règles, suivant un cadre bien précis, pour ne pas abîmer ce patrimoine, en voulant le sauvegarder, ne pas l'abîmer. Il y a des techniciens qui ont une compétence tout à fait précise, qui viennent travailler au musée de l'air d'Angers pour rénover ces avions-là. Les actions no profit d'entreprises comme Baudet ou la distillerie Combier, c'est aussi participer au maintien de l'emploi local indirectement. Alors, d'abord, ce sont tous des bénévoles, majoritairement retraités, mais qui trouvent là... Même ceux qui réparent les avions, qui les rénovent d'un point de vue très technique, vous arrivez à trouver des bénévoles partout. Nous arrivons à trouver des bénévoles. Nous sommes 200 et quelques. Il y en a une 200 membres. Donc, comme d'habitude, 40 au musée de l'air d'Angers. Oui, qui travaillent, qui sont arrivés il y a quelques années en disant voilà, nous avons envie de faire quelque chose. Nous les avons formés, nous les avons organisés, répartis suivant leurs compétences. Des bénévoles parfois retraités qui maintiennent leurs compétences et qui peut-être comme ça peuvent les transmettre. Et des fois, on acquiert de nouvelles. Et chaque fois que nous avons un professionnel dans un domaine, nous lui donnons un objectif d'encadrement et il forme des couches nouvelles. On entend là l'utilité sociale des actions no profit des entreprises pour rénover par exemple des avions au musée de l'air d'Angers. Des retraités bénévoles qui ont une mission au-delà de leurs activités professionnelles qui durent dans le temps une période de retraite. Ils sont mieux là que dans une maison de retraite et
nous en avons de très âgés qui survivent grâce à ça. Jacques Burel, le maintien de l'emploi sur les territoires locaux, c'est quand même une priorité, et la rareté de certains métiers d'art que vous évoquiez tout à l'heure, là aussi peut-être que les actions financées par la Fondation du patrimoine, et on en parlera avec François-Xavier Bieuville aussi, participent à ce maintien de la rareté de ces compétences et donc aussi à de l'employabilité sur les territoires locaux. Oui, complètement, parce que nous, l'entreprise Baudet est une entreprise dont je vous disais implantée depuis 1868, et on a maintenu dans notre entreprise ce savoir-faire. Hein. Il faut savoir qu'on a un atelier de restauration de cloches, on a un atelier de métallerie, de forge, de charpente également, et on construit beaucoup de choses dans l'entreprise à Trémentine, dans le Maine-et-Loire, et donc ça, on y attache une très grande importance. François-Xavier Bieuville, cet aspect maintien de la qualité, de la rareté de certains métiers d'art sur les territoires français, est-ce que vous l'observez précisément à la Fondation du patrimoine ? Ah oui, c'est un point essentiel, c'est ce que j'appelle le développement humain durable. Il ne peut pas y avoir de patrimoine sans des artisans et des sachants qui savent préserver ce patrimoine et le réparer, le préserver en le travaillant. Et c'est évidemment essentiel pour nous à la Fondation. Nous avons créé il y a 10 ans 2 fonds qui sont spécialisés sur la valorisation des métiers et sur la transmission de ces métiers. La dernière, nous avons accompagné deux artisans, un losier en Dordogne et puis un tailleur de pierre dans la région de Tours. Pour nous, ce sont des petites victoires parce qu'en réalité, ce sont des emplois qui sont peu délocalisables. Ce sont des emplois avec énormément de travail et ce sont des emplois qui ont une grande valeur ajoutée. Donc pour les entreprises qui restaurent du patrimoine, c'est évidemment essentiel. Ça veut dire que pour sauvegarder ces compétences, pour qu'elles ne disparaissent pas avec le temps, ces actions qui peuvent paraître au départ complètement, encore une fois, no profit de la part des entreprises, en fait, elles participent à maintenir une compétence ancestrale qui risquerait de disparaître s'il n'y avait pas ces investissements-là. Oui, bien évidemment. On estime à la Fondation du patrimoine que nous préservons entre 6 et 7 000 emplois par an, qui sont encore une fois des emplois très localisés, dans des secteurs qui demandent beaucoup de spécialisation, beaucoup d'expérience. Et l'expérience que vient de décrire Jacques Burel dans son entreprise, c'est une expérience de transmission. Ce sont des métiers qui ne s'apprennent pas dans des livres, ce sont des métiers qui ne s'apprennent pas dans des centres de formation. Il faut des tuteurs, il faut de l'apprentissage, il faut des contrats de professionnalisation. Et par conséquent, l'action de la Fondation du patrimoine au travers de ces entreprises, c'est aussi cette transmission des métiers, de ces savoir-faire, qui se fait de façon très diffuse sur l'ensemble du territoire national et qui permet effectivement de maintenir des métiers très très spécialisés dans le domaine du patrimoine. Franck Schwann, comme PDG de la distillerie Combier à Saumur, est-ce que je pourrais vous demander quelle est l'action, la rénovation, la valorisation d'un des éléments du patrimoine de votre environnement que vous regardez avec un attachement particulier, une fierté particulière et qui justement a nécessité peut-être des compétences spécifiques? Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans l'approche de la Fondation du patrimoine, c'était au tout début, ils ont commencé par rénover les petites chapelles de mariniers au bord de Loire. C'était des petites maisons qui étaient quasiment délabrées, qu'on ne voyait plus en passant sur les bords de Loire, c'est sur la levée, qui est magnifique. Et on a vu d'emblée l'impact. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ces petites chapelles de mariniers qui n'existaient pas, qui n'existaient plus, ont été restaurées, mises en valeur avec des très beaux jeux de lumière. Et la nuit, quand on passait sur les bords de Loire, au coucher du soleil, on a redécouvert ces magnifiques petites chapelles de mariniers. C'est dans mon esprit... Ça vous a motivé. Exactement. À devenir mécène de la Fondation du patrimoine. Absolument, voilà. Et est-ce qu'il y a un métier qui vous touche en particulier, qui est en lien avec votre savoir-faire, ou est-ce que finalement c'est plutôt votre environnement qui vous a mobilisé, l'environnement du patrimoine dans lequel vous vivez et qui est aussi celui de votre entreprise? C'est bien évidemment l'environnement, notamment la taille de pierre. Dans notre région, beaucoup de maisons sont en pierre de tuffeau, donc ça nécessite ce métier de taille de pierre qui a tendance un peu à disparaître, comme tous les vieux métiers. Et le lien avec ma société, avec mon travail, c'est que on a nous-mêmes un savoir-faire qui est basé sur la transmission d'un savoir-faire qui est uniquement basé sur la transmission orale quasiment. Le métier de distillation, par exemple, il n'y a pas d'école pour apprendre à distiller. Donc on est il faut des maîtres qui vont apprendre à leurs apprentis, voilà. Et on est dans cette même approche où tout passe par l'humain.
Comment vous allez continuer dans ce club de mécénat Maine-et-Loire aux côtés de la Fondation du Patrimoine? Vous allez vous investir d'une façon plus durable? C'était un one-shot, un passage, ou c'est quelque chose de pérenne? Non, on a déjà suivi la Fondation depuis on la suit depuis plusieurs années. Vous vous sentez engagé? Et on va continuer parce que c'est comme pour nous important de voir cette continuité et même pour les employés dans l'entreprise, c'est intéressant de voir que une entreprise s'investit sur du long terme. Ça prouve qu'on tient à ce que l'on fait et qu'on est passionné. S'investir sur du long terme. Voilà. Et ça donne un écho à vos collaborateurs. Vous faites le lien. Avec eux aussi, vous investissez sur du long terme. Voilà. Jacques Burel, vous allez aussi continuer aux côtés de la Fondation du Patrimoine? Bien évidemment. C'est pérenne comme relation. Les tickets de 4 000 euros vont augmenter? Je ne sais pas si les tickets de 4 000 euros vont augmenter, parce que ça, c'est une discussion qu'on aura entre nous. Mais non, c'est évident que la société Baudet, l'entreprise Baudet, doit continuer auprès de la Fondation du Patrimoine. Moi, à titre personnel, j'ai même envie de m'y investir plus. Donc, ça sera peut-être dans le futur. Une seconde vie, peut-être une seconde vie, pourquoi pas. Plus tard, à la retraite. Mais c'est pourquoi pas, parce que je me vois pas arrêter le patrimoine comme ça du jour au lendemain, et donc. Parce que c'est une réelle passion, puis l'ambiance de travail, je l'ai dit, je le redis encore, parce que je crois que ça c'est essentiel. Mais ce que l'on fait ensemble et ce qu'a monté François-Xavier Gourdon avec son équipe, c'est vraiment une totale réussite. Une totale réussite. Hein. On était il y a quelques jours dans le département des Deux-Sèvres à Niort pour mettre en avant notre club de mécènes. Et ce que disait François-Xavier Vieux-Ville, c'est évident qu'il faut que ça se développe au niveau des départements. C'est vraiment des entreprises qui s'investissent sur leur territoire, qui sont acteurs du patrimoine sur leur territoire. Ça, c'est important. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut transmettre aux entreprises et puis à vos auditeurs également. Mais je pense que on dit des fois qu'on fait un peu de l'imposition choisie. On choisit des projets. Hein. Je parlais de cette porte, mais il y a à côté de chez moi un gabarreau. On parlait de la Loire, mais il y a un gabarreau qui est en train de se reconstruire à Chalonne, qui va rappeler aux Angevins ce qu'était la navigation sur la Loire, le transport des marchandises sur la Loire. Tout ça, on l'a oublié. Ça, c'est des projets magnifiques. On a vraiment envie de s'investir dans ces projets-là. C'est du concret. C'est ça qui est important. On sent la passion, hein, François-Xavier Vieux-Ville. On sent vraiment une passion. Oui, je crois qu'il y a une passion, mais cette passion, elle s'explique en réalité. Je crois que dans le temps qui passe si vite en ce moment, dans le sentiment parfois de l'éphémère qui nous entoure, dans l'actualité qui passe après l'actualité et qui remplace l'actualité. Comme si le chef d'entreprise, via la Fondation du Patrimoine, avait besoin de s'ancrer aussi dans l'histoire, pour peut-être positionner plus clairement, plus durablement son avenir et l'avenir de l'entreprise. Oui, je crois qu'il y a une dimension qui est liée au temps, c'est-à-dire que la notion de patrimoine évoque une notion de pérennité. L'entreprise a besoin de cette pérennité, elle s'inscrit aussi dans le temps. Et le fait de s'inscrire dans cette logique à la fois de patrimoine, de mémoire et finalement, pourquoi ne pas le dire, d'identité, fait que l'entreprise, comme la Fondation, s'ancre dans cette réalité du quotidien et fait en sorte que le patrimoine environnant soit effectivement préservé et transmis. Je crois que c'est important de bien souligner ce mot de transmission. Il y a la question de la succession du patrimoine, le laisser aux générations futures. Et ça revient non seulement à la générosité publique, près de la moitié des 11 millions d'euros que vous avez collectés, mais aussi aux entreprises. Finalement, la rénovation du patrimoine, d'un point de vue économique, c'est l'affaire de chacun, de tous, des grandes entreprises du CAC 40, des PME, mais de vous, de moi, de nos auditeurs, de tous. Bien sûr, parce que c'est notre cadre de vie, rien de moins que le quotidien de notre vie, et c'est important de le préserver, parce que c'est une façon aussi de créer des racines, de s'identifier, et finalement, pour chacun des individus que nous sommes, de se construire face à un certain nombre d'éléments de notre environnement qui sont très très importants dans notre identité et dans notre construction d'hommes et de femmes et finalement de citoyens. Est-ce que ça rejoint cet engagement de citoyens des projets portés par la Fondation Total, qui est un de vos partenaires, sur cet engagement de lafrancesengage.fr, vous savez, cet appel à projet sur lequel les internautes actuellement peuvent se positionner. Vous pouvez tous voter. Vous êtes là-dedans ? Complètement. Je crois que c'est une idée de la Fondation du Patrimoine qui est finalement assez ancienne, mais qu'on est en train de remettre au goût du jour. Alors avec un mot barbare qui est la conscientisation, mais en fait, en réalité, prendre conscience de son patrimoine
et prendre conscience du fait que ce patrimoine vous entoure constitue encore une fois rien de moins que le quotidien de votre vie. Et de le transmettre et de le préserver constitue des enjeux effectivement très importants. Christian Ravel, vous nous direz bien quand cet avion est fini d'être apprêté, il va voler ? Il va voler et j'ose espérer que je serai le pilote sous réserve des validations annuelles de Et vous licence. pourrez observer au-dessus d'Angers tout le beau patrimoine de votre région que certaines entreprises ont participé à rénover. Oui, 150 000 € pour rénover cet avion. sensiblement. Oui. Et vous allez emmener dans l'avion les mécènes comme Frank Schwann. Vous irez survoler les rénovations auxquelles vous avez participé à financer. J'adorerais que Monsieur Ravel m'embarque dans son avion. Ce serait avec grand plaisir. Mais oui, bien sûr, j'adorerais ça. Vous savez, la Fondation du patrimoine, c'est aussi le patrimoine vivant. Donc, vivant, c'est l'homme. Et donc, ça fait partie de ce qu'on recherche. Oui, il y avait dans l'idée, alors, de se dire que finalement vous êtes ensemble au service de ces projets de rénovation, de valorisation du patrimoine, puis vous les orchestrez ensemble, vous les financez ensemble, puis vous allez observer ensemble les résultats, Jacques Burel, au concret. Bien sûr, je reçois régulièrement le journal du musée que Monsieur Ravel m'envoie fort gentiment, et donc on suit les évolutions de la restauration de cet avion. Alors moi je rêve de voler sur ce push-pull parce que c'est une anecdote pour être tous ensemble à laquelle je vous invite. Ouais. Donc non mais on va le faire réellement avec Franck et Monsieur Ravel nous l'a promis. On pourra pas tous y aller en même temps. On pourra pas faire le premier vol, ça c'est ce qu'il nous a dit. J'avoue très franchement que j'étais pas vraiment volontaire pour le premier vol, mais bon voilà. Mais j'espère bien voler sur cet avion parce que c'est vraiment un très beau projet. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette émission à but non lucratif. Je vous retrouverai le week-end prochain. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation du patrimoine, www.fondation-du6patrimoine.org. Pour les podcasts sur le site de BFM, www.bfmbusiness.fr. Vous pouvez télécharger l'émission. Et si vous souhaitez vous rapprocher de l'émission, venir témoigner ici des actions à but non lucratif sur vos territoires, vous pouvez contacter l'émission. Il suffit de cliquer sur le petit icône à cet effet. À bientôt à tous les quatre. Merci à toutes et à tous. Au revoir et bonne fin de week-end. Merci.